la naissance du nouveau cadre urbain. Hein, c'est-à-dire, c'est 1880, c'est le plan d'extension. Le plan d'extension de Conrad, là, celui qu'on vient de sanctifier, ou je ne sais pas comment dire. Après, on pourrait discuter sur les termes, hein, de ce qu'on entend par Neustadt et des représentations de la Neustadt, parce que souvent c'est une représentation assez étroite de la Neustadt, alors que si on prend le périmètre tel qu'il est défini en 1880, il comprend effectivement des bâtiments prestigieux, ceux du pouvoir, ceux entre l'axe, le fameux axe impérial entre le palais de l'empereur et le palais universitaire, Kollegiengebäude, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi, bon, effectivement, des quartiers bourgeois, mais aussi des quartiers populaires. Hein. En particulier, il y a la cité Vauban, la Katholisches Bahnhof, qui font partie aussi du programme de les premières grandes réalisations, comment dire, de logement social, posées dans des termes modernes, sont aussi, bon, et je pense que si aujourd'hui j'interroge quelqu'un pour savoir ce que c'est la Neustadt, il ne va pas me mettre la cité Vauban ou le Katholisches Bahnhof dans ses représentations. Et aussi, ce qui là est en partie gommé. Alors j'avais écrit un article là-dessus, mais pour ton ami, je ne sais plus comment il s'appelle, du club vosgien, mais mystérieusement disparu, où il y a aussi l'emprise industrielle, hein, sur tout le sud de le port, le nouveau port, et aussi, puisque c'est un lieu c'est un lieu de pouvoir, c'est un espace de pouvoir, mais c'est aussi un espace de culture scientifique, de recherche, avec les deux grandes réalisations, ici le campus autour du palais universitaire et puis de l'autre côté autour de l'hôpital, mais c'est aussi un lieu où on vit, où on habite et où on travaille. C'est-à-dire que la Großstadt, c'est aussi, comme disait Perrotte, c'est un lieu, comment dire, de pouvoir industriel aussi, c'est intégré. Donc dans les perceptions aujourd'hui, telles qu'on cultive la Neustadt, on a ces dimensions qui sont curieusement abandonnées, on l'a réduit, comment dire, à ses aspects les plus prestigieux, c'est-à-dire l'université, le pouvoir et les quartiers bourgeois, et après on perd totalement de vue le reste, c'est-à-dire comme projet global. Et puis à l'autre bout, 1900, ouais, alors j'avance lentement, 1930, alors c'est pareil, 1930, ah oui, puis, donc premier bâtiment universitaire, c'est 1800, je crois qu'il est terminé en 80, c'est le bâtiment de l'Observatoire, qui est le premier grand bâtiment de la nouvelle université. On a tous en tête ces photos assez spectaculaires où on voit des champs et puis la coupole de l'Observatoire et autour absolument rien, puisque tout le quartier d'Aroberto, tout le quartier de l'université, tout ça n'a pas d'existence. Et à l'autre bout, on a 1930, et bien là c'est on est dans une autre période historique, c'est la montée du nazisme, le triomphe des nazis en 1933 qui bouleverse complètement les termes dans lesquels se pose, en tous les cas c'est notre parti pris, les termes que se pose le rapport entre France et Allemagne et culture française et culture allemande. Ça correspond aussi à des ruptures politiques, puisque 29 c'est le procès de Colmar, le procès des autonomistes, c'est la victoire de Hubert à Strasbourg, donc le triomphe d'une coalition cléricalo-communiste, tout à fait étrange. Et bon, après l'histoire, les termes, comment dire, du débat sont différents. En tous les cas, c'est comme ça. Et puis en même temps, c'est du point de vue de l'histoire intellectuelle de Strasbourg, enfin, quelque chose qui apparaît comme phare, mais ça c'est récent, c'est la création de la Revue des Annales par Marc Bloch et Lucien Febvre, hein, qui témoigne d'une dynamique originale qui se noue à Strasbourg, qui pour moi est aussi conditionnée par l'héritage, comment dire, intellectuel de la ville, donc en 29, donc ça c'est un moment important de l'histoire intellectuelle de la ville et du pays, et moins connu, mais en partie qui pourrait être intégré dans
mais là, ça, je n'ai pas réussi à faire entrer, c'est Bourbaki. Vous savez, Bourbaki, c'est un groupe de mathématiciens qui se réunissent pour refonder les mathématiques, hein, et élaborer, comment dire, une doctrine, une approche globale, et refonder l'ensemble des disciplines mathématiques à l'initiative de 2 personnes qui sont alors enseignants à Strasbourg, Weil et Carteran, hein, qui sont les 2 grands porteurs de ce projet au niveau national qui aboutit finalement en 1935. C'est pas à Strasbourg que ça a été lancé, c'est en Auvergne. Bon, après, c'est effectivement très lié à l'histoire, mais c'est quand même à Strasbourg que Weil et Carteran étaient 2 figures qui enseignaient les mathématiques à cette époque à Strasbourg et qui s'inscrivaient dans une grande tradition du séminaire de mathématiques de Strasbourg, qui fait qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, Strasbourg reste un centre non négligeable, comment dire, dans le développement de la recherche en mathématiques en France. Je ne développe pas. Donc voilà, c'est 1880-1930, comme quoi je trouve toujours des raisons pour justifier des coupures chronologiques qui ne sont que des constructions de l'esprit et qui sont, ce qui est intéressant, c'est de déplacer les bornes pour voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà ce qui nous intéressait. Non, mais c'est... Oui, je finis là parce que maintenant j'arrive, c'est le plus compliqué, c'est Laboratoire d'Europe. Alors voilà, donc ça a été baptisé Laboratoire d'Europe, c'est le titre d'ailleurs du catalogue que tu as montré tout à l'heure. Alors j'ai dit, pour moi c'est quelque chose de totalement, a priori, contresens et anachronisme total, bon, mais parce qu'on est capitale de tout, donc, et en particulier de l'Europe, donc on est laboratoire de l'Europe. Alors, oui, ça c'est difficile parce que c'est quand même effectivement dans une période où les nationalismes sont totalement exacerbés, qu'il n'y a pas tellement de place pour, comment dire, penser l'Europe. Mais il y a peut-être quand même, si on gratte bien, hein, oui, alors il y a une formule, moi j'avais une formule qui était beaucoup plus juste, c'était sur la base de la lecture des souvenirs de Meinecke, où il parle de Strasbourg et où il dit 2 choses qui sont extrêmement intéressantes. La première chose, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur à Strasbourg, nous vivions comme dans une colonie. Donc en tant qu'universitaires allemands, les universitaires allemands ne sont pas... ils sont complètement extérieurs ou en grande partie extérieurs à cette société. Mais il dit aussi quelque chose, il ajoute un peu plus loin, mais on vivait sur un sol volcanique fertile. Donc c'est au-dessus du volcan, voilà, l'exposition aurait dû s'appeler au-dessus du volcan. C'est-à-dire que, quelque part, la confrontation entre culture allemande et culture française, eh bien, elle produit des choses intéressantes, hein, des choses importantes en termes de modernité. On peut dire, par exemple, que eh bien, l'école des annales, c'est tout à fait le type de produit résultant de cette configuration originale. Les universitaires français, quand ils arrivent à Strasbourg en 19, qui ont reconstruit l'université, donc on va célébrer en grande pompe le 100e anniversaire, ce qui à mon avis est un contresens, mais c'est pas grave, bon, pour bien dire qu'on est français, bon, enfin, mais 100e anniversaire de l'université de Strasbourg 1919, mais derrière il y a d'extraordinaire, puisque eh bien, l'université française, elle est quand même totalement héritière du cadre légué par l'ancienne université, y compris dans ses formes, comment dire, matérielles. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver, ils vont rien comprendre une partie, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, il n'y a pas d'amphi, où c'est qu'on fait nos cours magistraux, qu'est-ce que c'est ces salles où il n'y a pas d'estrade,
où on est avec des grandes tables, où tout le monde est au même niveau, où le prof travaille à côté de l'étudiant. C'est le fameux cadre du séminaire et la conception, comment dire, moderne de l'université. Il n'y a qu'en France où on a beaucoup de mal à accepter cette forme moderne de l'université. Je renvoie pour ceux qui ont lu Ulysse de Mendelssohn, il racontait dans un interview au Monde sa surprise en tant qu'universitaire américain chaque fois qu'il était amené à enseigner en France, parce qu'il dit mais c'est le monde à l'envers. Moi j'ai toujours été habitué à travailler au même niveau que mes étudiants, et là tout d'un coup en France il y a immédiatement une distance qui est créée avec cette habitude, et aussi de travail décloisonné, interdisciplinaire, et quelque part, eh bien, les plus habiles ou les plus curieux et les plus ouverts, les plus agiles des universitaires français vont s'emparer aussi de ce cadre et le développer de façon productive. Hein. C'est les fameuses réunions du samedi où tous les qui vont autour desquelles va se créer l'approche, puisque Fèvre et Bloch discutent avec des philosophes, ils discutent avec des psychologues, ils discutent avec des théologiens, et à partir de là, ça renouvelle complètement, ou ça leur permet, disons, de donner une forme à une conception renouvelée de l'histoire, c'est-à-dire sortir, et c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on fait 1880-1930, on sort de l'histoire bataille pour inscrire l'histoire dans d'autres logiques que celle qui réduit l'histoire à l'histoire politique et à l'histoire des guerres, en gros. C'est exactement ce qui se produit. Alors, Laboratoire d'Europe, c'est Laboratoire d'Europe déjà, oui, parce qu'il y a une façon de faire université différente qui s'est maintenue, alors souvent difficilement. Alors il y a des segments où ça tient, bon, par exemple en histoire où ça va tenir, ça va être aussi vrai en médecine, parce qu'il y a une avance considérable de la recherche médicale à Strasbourg dans la dynamique de la nouvelle université, en particulier sur l'articulation entre recherche médicale et la clinique, hein, avec l'articulation forte entre l'hôpital et la recherche, c'est-à-dire la conception en fait du laboratoire moderne. Et là, il y a un coup de chance, c'est que Poincaré, qui est donc président de la République au moment du retour, et après qui a été longtemps président de la Société des Amis de l'Université, et petit-fils d'un doyen de la faculté de médecine de Paris. Et il comprend assez vite, l'intérêt de cette configuration originale. Si bien que vous savez que ce qui s'est imposé seulement, c'est quoi, en 58, le système des CHU, hein, par là, eh bien, à Strasbourg, ça existait déjà depuis presque largement plus de 50 ans. Hein. C'est-à-dire que dans la conception, comment dire, il faudra seulement 50 ans après qu'on adoptera ces modalités d'articulation entre la recherche médicale, entre recherche médicale et travail clinique. Donc là, quelque part, ça fonctionne comme laboratoire, de même que sur l'histoire, ça fonctionne comme laboratoire. Alors après, on pourrait étendre à d'autres exemples dans d'autres champs disciplinaires. Bon, j'ai indiqué, par exemple, dans le champ de l'administration publique, où il y a des choses extrêmement intéressantes, notamment à travers le courant qui est représenté par Knapp, qui est celui du chartalisme, dans lequel on peut voir un embryon, en tous les cas les spécialistes d'histoire économique, un embryon de ce qui sera théorisé ensuite par Keynes, donc de renouvellement aussi de la pensée économique et de poser la question de l'économie politique dans des termes différents. Mais ça pourrait, on peut multiplier les exemples. Il y a Constitution, oui, par exemple en théologie protestante, c'est la rupture avec une approche théologique pour passer à une idée qui a du mal à s'imposer, celui de science des religions. Hein, c'est-à-dire